Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Covid en clair, votre magazine d'information et de sensibilisation. Deuxième partie, bilan des 3 mois de la riposte. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Guy-Patrick Obiandang, qui est donc porte-parole du comité de pilotage et de la lutte contre le Covid-19. Alors, deuxième partie, on continue toujours, je ne veux pas dire cette phase de sensibilisation, mais d'information. On va revenir encore sur certains points de votre conférence de presse. L'Organisation mondiale de la santé avait suspendu temporairement son essai clinique. Au Gabon, nous avons maintenu quand même la prescription de ce traitement. En tant que spécialiste, qu'est-ce qui justifie ce choix? Écoutez, il y a un choix thérapeutique qui a été fait sur le plan national et nous avons opté au niveau national pour un arsenal de protocoles thérapeutiques et avec comme traitement de première ligne hydroxychloroquine, azithromycine. C'est le protocole du professeur Raoult que nous avons adopté et qui est utilisé. Et ce protocole a montré son efficacité par rapport aux patients qui ont reçu ce traitement avec un taux de guérison de plus en plus élevé et satisfaisant. Donc, lorsque cette hydroxychloroquine est remise en cause et que rien n'est proposé comme alternative thérapeutique, vous comprenez que nous ne pouvons pas dire à la population qui est sous traitement et qui voit les effets bénéfiques de ce traitement de dire de stopper. Nous avons pris la décision de continuer, de ne pas être influencés par toutes ces informations scientifiques, effectivement, qui peuvent perturber le bon fonctionnement d'une stratégie. Nous avons décidé de continuer. Nous avons continué. Surtout qu'il y a eu un rétropédalage après. Le rétropédalage a été en notre faveur et nous sommes satisfaits aujourd'hui de ces résultats qui fait en sorte aujourd'hui que nous avons dépassé la barre de 1000 patients guéris sous traitement hydroxychloroquine et azithromycine. Donc, nous sommes satisfaits de notre schéma thérapeutique et nous continuons à le prescrire aux patients. Maintenant, les patients qui, pour certains, font des allergies à la chloroquine, parce qu'on sait que c'est une molécule très allergisante, il y a l'option lopinavir, ritonavir qui est là et qui est administrée à ces différents patients. D'accord. Alors, sur un tout autre plan, le chef de l'État a annoncé le 21 mai que la mise en place d'une indemnité Covid-19 au bénéfice des professionnels de santé, une mesure qui vise à récompenser les mérites et les efforts sacrifices des bénéficiaires. Où en est-on aujourd'hui? Il y a une commission qui a été mise en place avec le ministère de l'Économie et le ministère de la Santé, avec le COPIL, et nous travaillons régulièrement sur les bénéficiaires de cette indemnité. La décision du président de la République est claire. C'est une indemnité qui est liée, dont les bénéficiaires sont les personnes qui sont au front. Donc il y a tout ce débat, il faut d'abord ajuster qui sont les bénéficiaires de cette indemnité. Ce n'est pas l'administration centrale, ce sont les médecins, les infirmiers, toutes ces personnes qui sont au front et qui travaillent dans des sites pour l'instant qui sont reconnus comme assurant la prise en charge des cas Covid. Il est important de définir les critères d'éligibilité. Maintenant, tout ce qui est lié au montant qui sera alloué aux personnes, là, des simulations sont en cours avec le ministère de l'Économie qui fera un certain nombre d'émulations, mais le président de la République tient à ce que cette instruction puisse aboutir très rapidement pour que le personnel de santé puisse bénéficier de cette indemnité. Parce que 21 mai, donc on se dit aujourd'hui, est-ce qu'elle est fonctionnelle, est-ce qu'elle est opérationnelle? Attendons quand même la fin du mois de juin. Je pense que la fin du mois de juin, les médecins... Les médecins sont sur le front, vous l'avez dit. Le personnel de santé sera surpris par rapport à cette indemnité. C'est important. Toujours les personnels de santé, inauguration du nouveau laboratoire, professeur Gauma, avec une capacité de 10 000 tests jour. Il est fonctionnel aujourd'hui? Le laboratoire est fonctionnel. À l'heure où je vous parle, nous avons réalisé 2000 prélèvements hier. Et ce matin, nous avons plus de 1933 prélèvements qui sont prêts. Donc c'est un laboratoire qui est fonctionnel. Le démarrage, il a un tout petit peu été lent parce que c'est de la haute technologie. Il faut faire des tests, il faut essayer de voir comment monter en puissance, parce qu'effectivement, 10 000 tests par jour, c'est la puissance maximale. Mais maintenant, il fallait faire des simulations, il fallait voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut être amélioré, et même au niveau du dispositif de diagnostic. Parce que nous avons quand même reçu beaucoup de plaintes, nous-mêmes l'avons constaté, qu'il y avait des personnes qui faisaient des tests et qui attendaient 5, 10, 15, 20 jours, voire même un mois. Et ça, ce n'est pas normal. Nous avons interpellé la commission laboratoire
pour dire qu'il était question aujourd'hui d'améliorer le rendu du résultat. Le problème qui s'est posé, c'est que la sensibilisation a marché. Beaucoup de gens se font dépister et les premiers laboratoires se sont trouvés rapidement saturés. Et avec le laboratoire du professeur Daniel Gauma, nous nous sommes dit, ne faisons pas les mêmes erreurs. Essayons de mettre en place toutes les procédures, faisons en sorte que lorsqu'un prélèvement est acheminé dans ce laboratoire, que le rendu du résultat puisse se faire rapidement. Donc ce sont ces ajustements qui sont en train d'être faits, ces mesures correctrices qui sont en train d'être faites pour éviter qu'on ne se retrouve, comme cela a été le cas et qui nous a beaucoup gênés. Oui. Parce que lorsqu'une personne fait son test, elle a envie d'avoir les résultats tout de suite. Elle a envie d'avoir les résultats et lorsqu'elle attend, elle stresse et ça peut créer d'autres types de maladies, de stress liés au stress. Et ça, je reste toujours avec le laboratoire. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans ce laboratoire-là? Aujourd'hui, pour le nombre de personnes qui travaillent, il y a plus de 70 personnes qui travaillent. Formées? Formées, ce sont des Gabonais qui travaillent. Nous avons qui ont reçu une formation et donc il y a une appropriation de toute la technologie. Donc on a aujourd'hui, au niveau du laboratoire proprement dit, nous avons sensiblement 60 à 70 personnes qui travaillent et là nous sommes en train de renforcer la partie administrative. Parce qu'en fait, c'est ça la partie la plus difficile. C'est-à-dire lorsque 2000 prélèvements sont techniqués, il faut bien une partie saisie pour tous ces prélèvements, pour mettre positif, négatif, mettre le nom de la personne, mettre son âge, vous voyez, il y a tout le remplissage de cette base de données qui doit être fait. Or, le technicien, lui, l'a terminé. Il a trouvé que c'est positif, mais le rendu du résultat qui doit être imprimé, tout ce dispositif doit être fait. Donc, c'est sur ce dispositif que nous sommes en train de travailler pour pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides qu'avant. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est un laboratoire qui a une énorme capacité justement de dépistage, mais on a des laboratoires déjà à Libreville, donc le mécanisme, on va dire le fonctionnement de ces laboratoires-là, on les connaît, on va dire les experts de santé le connaissent. Pourquoi avoir pris autant de temps justement dans la mise en place, je veux dire, administrative et tout ça, alors qu'on a déjà un modèle sur lequel s'appuyer? Oui, parce que tout simplement, comme je vous le disais, comme on dit, hein, on réajuste et n'ayons pas honte de réajuster. Lorsque ça ne marche pas, n'ayons pas honte de dire que ça, c'est un point qu'on peut améliorer. Et c'est ce que nous faisons. Les laboratoires de nos différentes structures sanitaires sont des laboratoires purement biologiques. Il n'y a pas un pan administratif très élaboré, très développé. Vous voyez, ce sera toujours le même biologiste qui fait un peu de l'administration pour le rendu des résultats. Or, lorsque nous avons eu un afflux massif de tests de dépistage, un afflux massif de prélèvements, le biologiste ne pouvait plus en même temps techniquer et en même temps faire la saisie administrative pour le rendu du résultat. Donc ça perturbe un tout petit peu le fonctionnement du laboratoire et c'est pourquoi au niveau du laboratoire Daniel Gauma, nous nous sommes dit mieux vaut corriger rapidement les choses parce que 10 000 tests jour, vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut mobiliser pour la saisie, pour que dans les 24 heures, au plus tard dans les 48 heures qui suivent, on puisse avoir des résultats. Donc c'est un pan aussi que nous sommes en train de renforcer et qui aujourd'hui est un pan fondamental pour la performance de ce laboratoire. Alors, en parlant de perspective de la riposte, hein, dans le cadre de la prise en charge, vous avez mentionné qu'il s'agira d'augmenter la capacité litière et le renforcement du plateau technique, ainsi qu'une approche par district sanitaire. Comment comptez-vous la mettre en œuvre? Bon, l'approche par district sanitaire, c'est une approche qui consiste à faire en sorte que si vous habitez à Nzéayon, Nzéayon ayant un centre de santé, vous faites prélever à Nzéayon, on vous rend votre résultat à Nzéayon et le médecin traitant de Nzéayon vous suit. D'accord. Et les volontaires qui travailleront, les volontaires des associations, soit la Croix-Rouge ou bien d'autres associations qui vont travailler, pourront venir faire des visites à domicile dans votre maison parce que ce sont des volontaires qui restent également en Nzéayon. Donc c'est ça, cette approche par district sanitaire où vous n'avez plus, lorsque vous êtes en Nzéayon, vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital général, vous n'avez plus besoin d'aller à Mélène, vous êtes pris en charge dans votre circonscription sanitaire, dans votre district sanitaire
Et c'est une façon pour nous de décentraliser la prise en charge. Nous allons vers la dédramatisation du Covid-19. Il faut que toutes les structures sanitaires puissent savoir faire le dépistage et puissent prendre en charge. Et c'est en voie? Est-ce que vous avez déjà des formations ou des campagnes de sensibilisation qui sont faites? C'est ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est une stratégie qui est déjà effective, donc qui nous a permis d'améliorer la prise en charge des personnes. Dans ces structures décentralisées, nous avons plus de 1600 personnes qui sont prises en charge dans ces structures décentralisées, grâce à la stratégie de l'approche par district sanitaire. D'accord. Donc tout ça, ça va être fonctionnel, on va dire, dans 2-3 semaines, on va dire. C'est déjà fonctionnel. C'est déjà fonctionnel. Oui. D'accord, vous rassurez. Ralentir l'importation massive du virus au Gabon, vous l'avez dit en première partie, on est à 8 provinces sur 9. Pourtant, on sait qu'il y a quand même un confinement du Grand Libreville, donc comment j'ai envie de dire, on ne circule pas de province en province. Qu'est-ce qui explique justement cette montée? Toujours le dépistage de masse ou c'est... Sans les mouvements de population. Vous voyez, on a fermé le Grand Libreville, les gens se sont plaints en disant qu'il ne fallait pas une fermeture stricte du Grand Libreville parce qu'il y avait des raisons pouvaient faire en sorte que lorsque quelqu'un décède à Libreville, on doit aller l'inhumer dans sa province. Donc il y a eu un certain nombre d'autorisations qui ont été accordées dans toutes les provinces du Gabon. Même moi, j'ai perdu récemment un de mes frères, voilà, et nous sommes allés l'inhumer dans la province du Haut-Lintem. Donc il y a eu ces autorisations qui ont été données et qui sont à l'origine de certainement l'importation. Nous avons également eu le phénomène où il y a certains fonctionnaires qui ont qui touchent leur salaire à Libreville. Donc tous les 24, tous les 25 viennent prendre leur salaire à Libreville, repartent en province. Ça a été le cas du premier cas positif à Bifoun. Il s'agit de quelqu'un qui est venu toucher son salaire à Libreville et une semaine après, à Bifoun, il a commencé à développer la maladie. Donc ce sont ces mouvements humains qui sont à l'origine, effectivement, de l'importation du virus dans les autres provinces. Heureusement qu'en dehors de Franceville, où on a eu une flambée qui commence effectivement à être maîtrisée, en dehors de Franceville, les autres provinces, on arrive quand même à juguler l'évolution de cette épidémie. D'accord. Mot de fin, docteur, vous êtes aujourd'hui le porte-parole du comité de pilotage. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Honnêtement, les perspectives, on les connaît aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui reste à faire? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que nous avons attaqué de manière très franche sous les hautes instructions, les très hautes instructions du président de la République, la Covid-19. C'est une maladie que nous avons suivie pendant longtemps sur nos écrans, voir les dégâts que ça entraînait dans d'autres pays. Et la pratique, lorsqu'on est face à cette épidémie, n'est pas évidente. C'est beaucoup de travail. Heureusement que nous avons le soutien des plus hautes autorités qui, de manière permanente, s'intéressent jour pour jour à ce qui se fait en matière de stratégie de riposte. Donc, beaucoup de choses ont marché. Comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui en train d'apprécier, nous sommes encouragés par les chiffres statistiques, parce que les statistiques ne mentent pas. Ces données épidémiologiques montrent que nous avons une tendance baissière, mais que nous devons rester vigilants. Restons vigilants, restons prudents, parce que nous sommes face à un virus méconnu, que nous ne maîtrisons pas, et s'il y a un relâchement, nous pouvons assister à une flambée épidémique qui peut être beaucoup plus catastrophique que la première phase. Donc pas de levée imminente de couvre-feu? Nous apprécions, nous sommes en train de travailler là-dessus, sur les mesures d'allègement d'un certain nombre de restrictions qui ont été faites. D'accord, merci docteur. L'action rapide des gouvernements, vous l'avez bien compris, pour mettre en place des mesures de confinement et de distance physique, ainsi que des mesures de santé publique efficaces pour tester, retracer et traiter les cas, ont ralenti la propagation du virus. Même si celui-ci fait désormais partie de notre quotidien, on va devoir apprendre à vivre avec. Il y va donc de la responsabilité de tout un chacun de prendre soin de soi et de son prochain. Merci encore, docteur, d'avoir fait le déplacement. Merci à la réalisation et l'équipe technique. On se retrouve dans un prochain numéro. À bientôt.